Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai eu la chance d'interviewer Paul et Rémi de Social Quarter. Ce sont les kings des Reels, clairement. Ils utilisent beaucoup l'humour dans les Reels et franchement, c'est un plaisir de les suivre et de regarder leur quotidien. Du coup, je voulais vraiment les avoir sur le podcast. On a eu énormément de valeurs autour de comment faire un bon Reels, comment mener à bien des campagnes de Facebook Ads. Et franchement, on a eu une interview super enrichissante et super drôle. Je vous laisse découvrir tout ça. Le podcast est disponible aussi sur YouTube si vous voulez la version vidéo, si vous voulez nous voir en vidéo. Vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou vous pouvez aussi me noter sur Apple Podcast ou Spotify. Je serai ravie d'avoir votre retour sur cet épisode et je vous souhaite une belle écoute. Hello les garçons! Salut, salut. Bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis trop contente de vous avoir. Bah ouais, nous aussi, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Donc, Paul et Rémi viennent du sud de la France, un à Montpellier, l'autre à Toulouse. Je vous ai présenté un petit peu en amont, mais ce que je demande à mes invités, généralement sur le podcast, c'est de se pitcher, en 30 secondes. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qui c'est qui se lance? Allez, je me lance dans l'exercice. Alors, Vas-y. on est donc du coup deux sudistes qui se sont rencontrés à l'école et qui sont passionnés par tout ce qui est social media, digital et numérique et qui ont pris la décision fin 2020 de se lancer ensemble dans une entreprise, dans un parcours entrepreneurial, une aventure entrepreneuriale dans laquelle on combine nos deux compétences complémentaires où Rémi va être l'expert en communication social media, tout ce qui va lier être au community, au social media management et tout ça. Et moi qui vais avoir la partie publicitaire puisque je suis spécialiste en publicité digitale, principalement sur les réseaux sociaux, les social media pareil. Et donc, on a pris la décision de se lancer tous les deux potes qui lancent une entreprise qui s'appelle Social Quarter, du coup, et qui aujourd'hui nous fait venir dans ton podcast. Yes, cool. Ok, super. Merci. Timing presque tenu. Presque. Ok, cool. Ensuite, j'ai une question pour apprendre à se connaître un peu plus, qui est quelles sont les choses positives, quelles sont les choses, qui vous arrivent de positives en ce moment, que ce soit dans votre business ou dans votre vie perso. Est-ce que vous avez des trucs où vous faites un peu waouh en ce moment, c'est trop cool? Là, en ce moment, on a lancé justement notre coaching group sur ma partie. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement stimulant, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, voilà, on apprend et puis c'est super cool de tout mettre en place, tout ce qui va être le tunnel de vente, les emailing, etc. Tout ce qui va être aussi la publicité, puisque c'est la première fois où vraiment aussi on a mis en place des publicités pour nous-mêmes, parce qu'en général on le fait pour nos clients. Et là, c'était un peu plus stressant de le faire pour nous, parce qu'on sait très bien l'appliquer pour nos clients, mais pour nous, voilà, on est encore en phase de test, etc. Donc c'était assez cool. Et puis je dirais, au final, personnellement, depuis qu'on s'est lancé constamment, en fait, c'est toujours un kiff, même s'il y a le stress un petit peu, on découvre l'entrepreneuriat parce que à la base, on est des experts dans nos domaines. Mais c'est vrai que justement, dans le business, on découvre plein de choses. On apprend à gérer, à développer notre activité. Et ça, c'est quelque chose qui, au quotidien, nous stimule. Et on se dit, même s'il y a du stress, même si on se met la pression, c'est vraiment kiffant au quotidien, je trouve. Je sais pas Le côté positif il y a du perso qui peut rentrer en jeu un petit peu dans ce côté positif? Mais oui, vas-y, lâche-toi. Allez. Moi, j'ai eu un petit problème de santé il y a pas si longtemps que ça, pas très grave au point d'avoir ma vie qui est au péril, mais petit souci de santé au niveau du genou et ce genou va mieux depuis un mois et je le vois comme un peu une renaissance où je me dis la vie m'offre une deuxième chance
de pouvoir faire les choses mieux, plus correctement, enfin, voilà, de réadopter un bon équilibre de vie. Et en ce moment, moi, je travaille beaucoup sur du coup l'équilibre pro-perso, puisque effectivement, du fait de notre profession, donc du coup sur Social Quarter, on travaille beaucoup. En tout cas, moi, je me mets beaucoup de pression pour y arriver. Donc du coup, ben, je vais avoir tendance à négliger un petit peu le côté perso au profit du pro, que ce soit au niveau social, puisque je voyais plus mes potes. Parce que ça fait plusieurs mois là où je vois plus trop mes potes. Je fais attention à ce que je fais pour pas trop dépenser d'argent aussi, pour pouvoir faire un peu la fourmi. Et donc du coup, ben, tout ce pro va empiéter sur le perso. Et là, en ce moment, je me dis bon, il faut qu'on mette les choses mieux. Et en ce moment, moi, je travaille beaucoup sur redonner un bon équilibre pro-perso possible, notamment du coup grâce à ce côté un peu liberté qu'on a avec l'entrepreneuriat où on n'a pas de liberté physique, géographique pour travailler. On peut faire un peu ce qu'on veut de notre temps. Donc on peut faire du sport si on veut en journée. Ouais. Donc voilà, c'est quand même plus facile, je trouve. Enfin, c'est plus compliqué parce qu'il faut se mettre des limites, vu que du coup, on est notre propre patron. Mais plus facile puisqu'on a vraiment cette flexibilité qui nous est offerte via l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, bah écoute, là, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, tu vois. Des fois, je me retrouve, il est 22h30, je suis toujours en train de taffer, je suis là, mais ça va pas la tête. Genre, calme-toi, tu peux remettre à demain. Donc, ouais, je comprends, mais c'est cool. Et alors, il y a un problème de genou en ce moment parce que la semaine dernière, j'ai reçu Alex Viseo sur le podcast Ouais. qui s'est fait fracture des ligaments croisés, je crois que c'était ça, et qui m'annonce ça sur le podcast. Et pareil, sur la même question, genre, qu'est-ce qui t'arrive de positif en ce moment? Et il me dit, bah, ce qui est positif, c'est que je vais rentrer en France et qu'il va, voilà, je vais devoir d'avoir un nouvel élan dans ma vie pro, etc. Donc bon, faites attention à vos genoux, les gars. Merde. 2022, c'est l'année du genou. C'est grave, ouais, c'est fou, c'est fou. Ouais. Du coup, la troisième question, juste pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est si je vous donne 5 millions d'euros chacun sur votre compte en banque personnel, qu'est-ce que vous feriez avec? Moi, j'ai déjà réfléchi plein de fois à cette question, en fait. Donc, du coup, ma réponse, elle est déjà... en fait, moi, je pense que je partirais du principe que je le dirais à personne, que j'ai de l'argent. Et par contre, j'en ferai profiter tous mes potes. Parce que je me dis, si les gens savent que tu as de l'argent, ça va induire leur comportement. Mais au taquet, genre en mode, tu vois, ils vont savoir que tu as de l'argent et donc ils vont demander des faveurs plus facilement. Et si tu leur rends pas ces faveurs-là, les gens vont se vexer et ils vont après, voilà, ça peut nuire à toutes tes relations. Donc, je le dirais à quelques personnes de confiance, bien entendu. Mais en fait, c'est de régaler mes potes sans qu'ils le sachent. En mode, tu vas en soirée, bah, tu payes un truc, tu payes la tournée, par exemple. Tous tes potes te prennent pour un mec généreux et super sympa. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de souci. Mais ils ne savent pas qu'en fait, derrière, tu as 5 millions en banque et que tu peux, du coup, leur offrir. Et après, bien évidemment, bah, ça, c'est pour le côté plus festif. Mais je pense qu'après, j'investirai un peu pour un peu sécuriser ses arrières. Parce qu'effectivement, la fête, ça va un moment, mais bon, au bout d'un moment, l'argent, ils fond comme neige au soleil. Ouais, il faut l'investir, ouais, c'est pareil, c'est ce que je me dis aussi, c'est réfléchir à comment l'investir, même si voilà, on a déjà des pistes, etc. Mais c'est vrai que comment en faire fructifier du coup cet argent. Après, la question qui m'est conflit, c'est est-ce qu'on resterait Social Quarter du coup? Est-ce qu'on arrête tout et on profite de ces 5 millions pour développer le truc ouais, je pense, genre en mode on injecte direct 1 million dans le capital et là on est tranquille, tu vois, on peut faire ce qu'on veut pendant 2 ans, là on peut recruter, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, ça pourrait donner pas mal de possibilités. C'est à la fois, je pense que voilà, c'est un petit peu comme tout le monde, un peu bateau, c'est-à-dire à la fois investir et à la fois aussi profiter et faire des kiffs qu'on a toujours voulu faire et forcément ça permet d'avoir une sérénité financière. De toute façon, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé, c'est pour avoir cette liberté, on va dire, au-delà de géographique et financière, de pouvoir en fait ne pas avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est à nous-mêmes. Mais ça, c'est vraiment aussi le plaisir de pourquoi on s'est lancé tous les deux dans cette aventure. Ouais, justement, t'embrayes sur la question que j'allais vous poser juste après. Finalement, qu'est-ce qui a fait quel a été le truc qui a fait que vous avez dit, allez, vas-y, je me lance. Pourtant, voilà, vous étiez pas loin d'avoir terminé vos études. Enfin, c'était il y a pas longtemps. Et pourquoi vous n'êtes pas dit, bon, d'abord, on va bosser. On va avoir un boulot dans le marketing ou commercial ou dans la com. Et plus tard, ça sera un rêve plus tard de lancer son entreprise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, bah non, on le fait tout de suite, nous, en fait? Il y a eu un déclic tous les deux, en fait. Ouais, ça s'est fait quasiment au même moment. C'est-à-dire que
On a fait tous les deux en fait notre alternance, comme Paul l'a dit, on s'est rencontrés en master. On a fait tous les deux notre alternance. Donc à la fois Paul dans une agence de communication à Toulouse et moi pour ma part dans une PME à Montpellier. Donc Paul lui était traffic manager, il gérait notamment, c'est là où il a découvert Facebook Ads et qui s'est spécialisé là-dedans. Et pour ma part, j'étais social media manager dans une entreprise qui éditait des jeux de société. Et moi, j'ai eu l'opportunité, en fait, je voulais partir au Canada, faire une expérience à l'étranger. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, dans un pays anglophone. Et puis, en fait, quand j'ai fini mon alternance, j'avais fait un contrat d'1 an supplémentaire, parce qu'il y a eu l'arrivée dans l'entreprise du site e-commerce, où j'ai eu la gestion aussi du site e-commerce, donc c'était une bonne expérience. Après, j'avais toujours ce truc, au début, je pensais être un peu plutôt celui qui fait la passe décisive que celui qui marque le but, c'est-à-dire que je mettais ma compétence au profit de quelqu'un et je me disais ouais, j'ai pas un leadership, je vais pas monter une entreprise, contrairement à Paul où lui depuis petit il veut faire chef d'entreprise. Et puis j'ai eu l'opportunité donc de partir au Canada en VIE, en volontariat international en entreprise, pour développer et adapter la stratégie marketing et communication. D'abord au Québec, puisqu'ils avaient un distributeur en fait qui est basé à Montréal. Donc ça m'a permis de partir parce que c'est assez compliqué pour obtenir un permis de travail. Et puis sauf que je suis parti en janvier 2020 et c'est l'année du Covid. Donc du coup après au niveau pour des perso et pro, je suis rentré donc en avril. Et là où j'ai eu le déclic où en fait pendant ces 3 mois j'étais avec des gens en fait qui me faisaient confiance. Il y avait un état d'esprit qu'on connaît bien, notamment au Québec, vachement ouvert d'esprit, que des bonnes ondes en fait. Et ça, c'est vraiment pas un mythe. Et en fait, on me voyait vraiment comme le référent de l'entreprise, contrairement où dans mon entreprise, j'avais l'impression en fait j'avais un peu cette frustration où j'étais le seul à bien connaître mon métier, parce qu'en général, dans ces métiers-là, on est un petit peu le seul dans l'entreprise, et je ne pouvais pas en fait être décisionnaire sur les axes de développement de la stratégie digitale, on va dire, alors que là-bas, on me faisait totalement confiance sur tous les points. Et donc, en fait, j'ai commencé à prendre confiance en me disant, ah bah tiens, en fait, tu peux le gérer, tu peux le faire toi-même. Et c'est vrai que j'étais un petit peu esseulé parce que j'avais juste un rendu, on va dire, mensuel à faire. Mais après, le reste du temps, j'étais totalement autonome, quoi. Et j'étais vraiment, je devais tout gérer. Donc, c'est ça où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était capable de le faire. Et en rentrant, en fait, en France, j'étais en charge de développer aussi la chaîne YouTube. Et c'est là où je suis tombé, en fait, sur des vidéos de Stan Leloup, de Marketing Mania. Et j'ai découvert en fait ce gars qui est devenu un peu mon gourou, on va dire. Donc j'ai dévoré toutes ces vidéos et je me suis dit ah ouais, en fait moi ça me parle vachement la psychologie humaine et tout, enfin le marketing lié à la psychologie humaine. Et c'est là où j'ai pris confiance, où je me suis dit en fait je peux lancer mon activité. Je connais un petit peu les armes qui vont me permettre de le faire et vers où je veux aller. Et donc j'avais acheté sa formation. Et puis, entre-temps, j'ai eu vraiment ce déclic parce que Paul m'a contacté où lui, il avait pas mal de clients sur la partie ads, mais il avait besoin de mon aide sur la partie création de rédaction. Et on a commencé à bosser ensemble, même si j'ai pas précisé que Paul avait été mon prestataire du coup quand j'étais dans mon ancienne entreprise avant d'être associé. Donc c'est pareil, ça avait matché, on va dire, sur le côté perso et ça l'a confirmé en fait sur le côté pro. Et puis en fait j'ai eu ce déclic où je me disais bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne au Canada? On ne sait pas comment la situation va évoluer et tout. Et puis, je pense que ça a été une prise de conscience un peu pour tout le monde pendant le Covid. Donc, je décide. En fait, ça m'a fait vraiment ce déclic où je me dis, en fait, j'ai envie de me lancer. Peu importe, même si Paul me dit non, je suis pas chaud, je te suis pas. Je me dis si on peut se lancer à deux, c'est mieux. Mais j'avais vraiment ce déclic-là. Et après, Paul après m'a dit ok, vas-y, on se lance. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est. Ouais. Ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait. Moi, c'est vrai que ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans 2 ans et demi que j'étais à mon compte. En mode, j'étais après mon alternance, l'agence avec laquelle je travaillais, ils m'ont continué en salarié. Je crois, j'ai fait 6 mois avec eux. Et en fait, au bout de 6 mois, ils m'ont dit bon, Paul, ils m'ont dit bon, on n'a pas trop de vision sur ton métier à long terme, nanani, on va pas prendre le risque de t'embaucher. Et du coup, j'ai eu la question de me dire là, j'ai 2 possibilités. Soit je vais chercher un autre boulot, ce que j'aurais peut-être dû faire, enfin, en mode ce que les gens auraient fait en général. Et après, je me dis, après, sinon, tente-le, t'as rien à perdre.
mets-toi en auto-entrepreneur et puis commence à bosser à ton compte. Et du coup, naturellement, je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire. Moi, ça me plaît. Ça me permettait de revenir à Montpellier parce que comme j'étais à Toulouse, je faisais souvent les allers-retours. À l'époque, j'avais une copine qui habitait ici. Et donc, du coup, je me disais, c'est parfait, quoi. J'ai la liberté géographique, je peux faire mon métier, c'est bien payé, donc feu. Et effectivement, moi, je faisais pas plus que ça. En fait, j'attendais que ça vienne à moi. Je faisais mon taf. Mais donc, on va dire que j'étais un peu lancé par dépit. Et effectivement, quand Rémi m'a appelé, il y a vraiment eu ce côté, bon, ben là, par contre, on fait ça bien, on fait ça très sérieusement et on va vraiment au-delà de ce que j'ai fait en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ça, ouais, le but, c'est pas juste d'être sous-traitant et simple freelance en soi. C'est vraiment de développer son activité et de vivre, vivre l'aventure comme on le ressent. Et c'est d'avoir ce mélange, en fait, vie pro et vie perso et de se prouver que déjà, on pouvait remplacer notre ancien salaire. Et qu'on n'avait pas besoin non plus de travailler 50 heures par semaine parce que pour nous, c'est important aussi de profiter de la vie perso et de s'éclater dans notre métier qui est notre passion. Ok, intéressant de savoir vos parcours. En effet, il y a eu peut-être un moment donné où les planètes se sont alignées et vous êtes retrouvés pile poil au même moment presque à vous dire ok, on le fait, on le fait. Puis en fait, je pense qu'il y a une espèce de confiance à deux où vous dites bah à deux, on est sécure. Enfin, on est ensemble, on se lance, on va pouvoir se motiver et tout. Alors que c'est vrai que quand on est seul, bah on est seul quoi. Et puis en plus de ça, peut-être qu'il faut aussi gérer un peu les bâtons dans les roues des uns et des autres. De mais pourquoi tu te lances? Mais qu'est-ce qui se passe? Genre pourquoi tu prends pas un CDI comme tout le monde? Et donc, à deux, je trouve que ça peut être un effet super motivant et c'est cool de savoir ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu parlais de confiance. Enfin, il y a un truc en fait, on t'a mis en valeur dans ton travail et tu as eu confiance. Et tu vois, moi, c'est un peu ce que je fais au quotidien avec mes clientes. En gros, c'est à un moment donné, dans quoi tu as eu confiance un jour qui fait qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, tu peux retrouver cette confiance en soi pour oser faire quelque chose, te lancer ou faire quelque chose de nouveau. Et c'est top que tu partages ça parce qu'en fait, c'est juste ça, c'est la continuité. C'est j'en suis capable et tu l'as fait, donc c'est trop cool. Maintenant, pourquoi vous avez choisi ce nom-là, Social Quarter en anglais? Comment vous le prononcez? Social Quarter? Social Quarter, ouais. On le prononce à la française, c'est Social Quarter. Ouais, voilà, c'est ça. C'est au cas où vous allez immigrer aux USA, au moins vous avez le nom qui est prêt. C'est ça, on a anticipé, ouais. On a réfléchi un peu à la Daft Punk, on s'est dit, ouais, voilà, les gens veulent faire s'exporter à l'international. On marchera peut-être même mieux aux États-Unis, je sais pas. Mais ce nom, c'est une histoire. C'est en fait, on est bon dans nos domaines respectifs, mais tout ce qui est créatif, en mode création d'identité de marque, de nom et tout ça, en fait, c'est quand même un métier à part. Enfin, moi, pour avoir bossé en agence de communication, j'étais avec des gens dont c'était le métier de trouver juste des noms de marques qui étaient réfléchis, des noms de marques, des noms d'entreprises, quoi, de naming. Et Social Quarter, en fait, on a mis 3 mois pour trouver ce nom. Où vraiment, je crois que c'était... pour tomber d'accord déjà, vraiment l'orientation du trouver nom. Un nom qui soit pas déjà pris. Ouais, voilà. Qui nous plaise à tous les deux. Voilà, qui nous plaise à tous les deux. Parce que moi, je voulais un truc avec club, je crois. Ouais. Et, moi, je voulais un truc avec social, ouais. Bon, on sait qui c'est qui a gagné, du coup. Moi, je cherchais Social Club, nanani, on cherchait. On regardait des mots en occitan, puisqu'on voulait peut-être avoir aussi un clin d'œil avec l'Occitanie. Donc on commençait à regarder les mots en occitan, on trouvait mais sauf que occitan, ça faisait pas trop sérieux ou ça faisait pas marketing, ça faisait pas marketing. Tu vends pas avec un nom en occitan ou alors pas dans ce domaine en tout cas. Donc il y avait quoi comme exemple? on avait trouvé un truc en japonais. Aussi, parce qu'on aime bien la culture japonaise, donc on était parti sur Musubi. Je sais plus ce que ça voulait dire. Musubi, c'est le lien entre ce qui commence et ce qui finit, le début, la fin. Il y avait un nom trop philosophique derrière. Et en fait, un jour, on se dit, tiens, comment on dit le quart d'heure, puisqu'il y a le quart d'heure toulousain, le quart d'heure montpelliérain, enfin voilà, le quart d'heure dans le sud, quoi, en fait. Et on s'est dit, comment on dit quart d'heure? Et on regarde quart d'heure et on voit que ça se dit quarter. Et quarter, ça veut aussi dire le point cardinal, donc le nord, le sud et tout ça. Voilà. Et donc on s'est dit, en fait, peut-être social quarter, ça pourrait le faire. Parce que c'est un peu, voilà, on t'amène en fait d'un point A à un point B, en fait, on te montre le nord, enfin voilà. Après, tu peux dire ce que tu veux sur un nom, mais du coup, on trouvait ça cool. Quarter, ça voulait dire aussi quartier, donc ça veut dire côté proximité, parce que voilà, avec nos clients, on aime avoir aussi ce contact-là. Et en fait, je voulais à chaque fois un truc avec social pour bien qu'on soit identifié sur notre spécialisation qui est le social media,
Ben, on s'est dit, social quarter, ça sonne bien. On l'a envoyé à 2-3 personnes de notre entourage qui nous disaient, ah ouais, c'est cool. Sondé, ouais, et on est tombé là-dessus, d'accord. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est un peu comme si tu choisissais le nom de ton enfant, quoi. Parce que tu te dis, c'est ça, voilà, faut le kiffer tous les deux et puis ça va être pour un petit moment. Donc, donc c'est un peu tombé comme ça où on s'est dit, c'est parfait. On a mis 3 mois, je crois. On a mis 3 mois. À chaque fois qu'on se voyait, on en discutait. On a réfléchi au nom de constellation aussi. Ouais, on a regardé plein de trucs. En vrai, on s'est creusé la tête. Mais au final, on ne regrette pas et c'est assez cool. Et après, pour toute l'identité graphique, on a fait appel à quelqu'un. Hein. On a appelé un ami à nous qui est directeur artistique. On lui a dit on a galéré pour le nom, donc maintenant on ne veut pas galérer avec l'identité, donc fais-nous quelque chose de propre. Et voilà. C'est né. Cool. J'adore trop les brainstorming, moi. C'est ma passion. J'écris tous les trucs qui me passent. Et en plus, je peux me casser la tête, mais genre pendant des heures, je suis là. Et tant qu'on n'a pas trouvé un truc, tu sais, je vais rester dessus. Ouais, et non, c'est cool. Donc, chouette de connaître cette histoire, en fait. Et en fait, là, vous avez soulevé un sujet. Ouais, on devait être d'accord tous les deux, tout ça. Et justement, c'est ça qui m'intéresse aussi dans votre parcours, c'est le fait que vous soyez à deux. Genre, quels sont les avantages d'être à deux et quels sont les inconvénients? Alors attention, je ne veux pas de conflit sur ce podcast, mais genre si vous avez des trucs à balancer l'un sur l'autre, vous pouvez peut-être le faire, mais quels sont avantages et inconvénients? Le premier avantage d'être deux, c'est déjà tu n'es pas tout seul et ça c'est déjà bien, comme tu disais tout à l'heure. Un peu tu te lances dans ton activité, tu es souvent confronté à toi-même, quoi. Ouais, ça permet de partager les doutes, les victoires, etc. Mais c'est vrai que ça c'est... Autre avantage, c'est qu'on n'est pas énervé par les mêmes choses. Et donc, du coup, on ne réagit pas de la même manière sur des trucs des fois, des trucs à la con. Il y en a un qui peut s'énerver ou en tout cas qui est mal le prendre et l'autre qui va dire non, mais calme-toi, c'est rien, quoi. Donc, ça, c'est cool. On n'est pas énervé pour les mêmes choses. En tout cas, il y en a l'autre qui peut tempérer. Après, voilà aussi, c'est déjà préciser que quand on est deux, il faut trouver quelqu'un de complémentaire avec plus ou moins le même tempérament. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui a envie de diriger autant que l'autre, en fait. Ouais. Parce qu'il faut arriver à trouver un équilibre. C'est vrai qu'avec Paul, on a le même tempérament et justement, je pense qu'un petit peu au début, ça pouvait nous jouer un petit peu des tours parce que ni l'un ni l'autre, à chaque fois, on disait qu'est-ce que t'en penses, voilà. Donc, ça mettait du temps à avancer sur des fois des projets ou des trucs comme ça. Et justement, parce que effectivement, on a 2 compétences complémentaires, donc ça, il n'y a pas de souci niveau métier. On s'est bien répartis, comme par exemple, ça va être plutôt moi qui va gérer la partie community management de notre compte, Paul qui va qui va justement être là en repli si besoin, s'il y a des questions sur sa partie. Et pareil pour la partie pub, où moi j'interviens que à la limite sur la partie rédactionnelle. Mais après, sur vraiment le côté business, l'avantage c'est que on est tous les deux à échanger sur ce que l'on doit mettre en place. Après, là où on commence à le faire là depuis peu de temps, c'est justement à vraiment se répartir aussi des rôles comme qui c'est qui gère l'administratif, qui c'est qui envoie les factures, parce que en fait, pour chaque truc, on pourrait se dire c'est toi qui l'envoie, c'est moi qui l'envoie, c'est toi qui lui réponds. Enfin, c'est comme ça qu'on faisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est vrai qu'on faisait un peu au feeling, mais au final, on voit qu'on perd un temps ou du temps parce que du coup, on ne sait pas qui c'est qui doit le gérer. Donc, vraiment, ça peut être un inconvénient dans le sens où, en fait, il faut juste bien répartir qui fait quoi, mais même sur des tâches. Ça, c'est parce qu'on est c'est qu'on n'est pas des kings de l'organisation. En fait, tout simplement, il n'y a pas à aller chercher trop loin. Hein. Mais là, du coup, c'est bien. On s'est dit, vas-y, voilà, comme dit Rémi, pour la partie commerciale, c'est toi qui vas faire ça. Et donc, du coup, on se répartit un peu mieux les rôles. On a mis des chefs de projet. On a récupéré un peu l'organisation agence ou en mode Intel et chef de projet. Donc, du coup, c'est lui qui fait vraiment tout, le suivi, le suivi des tâches et tout ça. Après, sinon, on a un inconvénient. Il n'y a pas... J'en vois pas forcément parce que l'avantage aussi, c'est que du coup, en plus, on est dans 2 villes, dans les 2 grosses villes, on va dire, de l'Occitanie. Donc, justement, ça nous fait double possibilité de trouver des clients. Après, c'est vrai que oui, sur l'inconvénient, dans le sens où il faut tomber d'accord sur des prises de décision et se dire tant pis, je te fais confiance, même si je suis pas trop d'accord. En fait, je pense que vraiment, nous, là où on doit s'améliorer constamment, c'est dans la communication, c'est-à-dire vraiment se dire les choses. Si on n'est pas d'accord, pourquoi prendre le temps? Et ça, c'est un truc où au début, pareil, comme on a un peu le même tempérament, nous, on n'aime pas le conflit. Personne n'aime le conflit, mais justement, même entre nous,
des fois, on n'osait pas trop se dire bon, ben là, non, je suis pas du tout d'accord. Alors qu'au final, on se rend compte qu'être en désaccord, c'est pas pour ça que, je veux dire, on va arrêter l'entreprise ou autre. Mais ouais, c'est travailler encore plus sur la communication. De toute façon, c'est la fameuse règle des 3 C. Communication, confiance et bon après le troisième c'est plus c'est notre C pour la blague on ne le dira pas dans le podcast sauf que pour nous ça marche pas en plus donc ça marche pas on est dans un couple. On précise voilà. Mais c'est vrai que c'est comme un couple parce que en plus je veux dire vraiment quand on a créé notre entreprise, notre cabinet comptable, il nous a dit bon ben voilà, nous on voulait faire 50-50. On nous a dit ouais, vous voulez pas plutôt faire 51-49 pour si jamais vous êtes en désaccord et arrêter de pouvoir en fait que ça bloque pas toutes les prises de décision parce qu'à 50-50 il suffit que les deux soient en désaccord et ça peut mettre du temps en fait à faire avancer les choses et nous on a dit non on veut absolument faire 50-50 quoi. On voulait 50-50, ils m'ont dit on vous le déconseille. On veut quand même le faire. Ils ont dit bon par contre ce qu'on va faire, ils ont trouvé la combine. On va mettre un mec au milieu. Si jamais il y a un conflit, on met un mec tierce partie en mode celui qui prendra le dernier mot. On a ajouté des règles en plus au cas où pour pas rester bloqué. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on découvre quand on lance son activité quoi, sur des prises de décision. On a mis un palier sur voilà au niveau d'un certain budget de dépenses où on doit faire une petite assemblée, des trucs comme ça quoi. Donc voilà. Et ça c'est aussi lié du coup à l'association, mais enfin quand on est associé, c'est t'es obligé en tout cas d'aller plus loin quand tu es tout seul, puisque comme on est une vraie entreprise là pour le coup, c'est plus simplement un loto où tu déclares 22%, là on a 45% d'imposition. Et en plus de ça, si on veut pouvoir se rémunérer à notre juste valeur, il faut qu'on travaille. Donc du coup, il faut aller plus loin, il faut tout le temps aller un peu plus loin. Et donc c'est un avantage et un inconvénient parce que du coup qui dit aller plus loin dit faire plus de chemin et donc aussi atteindre d'autres objectifs. Donc c'est ce côté motivant là aussi qui nous pousse à continuer et à vouloir faire plus. Super intéressant parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas en fait tout ce que ça peut impliquer d'être à deux. On se dit ouais c'est un truc cool entre potes et tout, puis au final en fait on dit toujours aussi il faut faire gaffe avec qui on s'associe et puis il faut faire attention de pas faire trop de business avec sa famille ou ses potes. Mais c'est chouette parce que vous êtes enfin je trouve que même si vous dites que vous ressemblez, vous êtes quand même vachement complémentaires. Puis maintenant je pense que du coup vous allez mettre des process en place qui vont faire que voilà vous allez de plus en plus vous structurer et finalement ça sera comme de la logique, comme deux personnes qui juste bossent ensemble. C'est sûr que pour la prise de décision c'est juste le truc le plus compliqué on va dire parce que c'est vous deux les décisionnaires mais après chacun a sa tâche donc au fond et oui, on a appris à se faire confiance. Ça, c'était assez important de se dire bon, vas-y, ok, je te fais confiance là-dessus. Voyons. C'est bien aussi. C'est comme un couple. C'est un couple, c'est un mariage. De toute façon, on a signé quelque chose, on est liés. C'est lié. On a chacun nos parts. Par les liens du contrat. Trop cool. Alors, du coup, là, je voudrais embrayer sur un peu ce que vous faites au quotidien. Donc, je sais que vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et que vous utilisez pas mal le format Reels. Et c'est pour ça c'est comme ça que moi, je vous ai connu, en fait, tout simplement. Et en fait, quand je suis tombée sur un de vos Reels, après, je les ai tous regardés. Genre, tu sais, le truc, tu es omnibulé par le truc, tu restes 3 heures et en fait, voilà, t'as rien fait d'autre de ta journée que regarder les Reels de Social Quarter. J'arriverai pas à le dire en fait. Tu peux le dire comme tu préfères, t'inquiète pas. Et du coup, je voulais savoir finalement, qu'est-ce qui a fait que vous dites, allez, ok, on va se lancer sur du format Reels, humour surtout, parce que je trouve que c'est quand même ça que vous véhiculez le plus. Vous auriez pu prendre faire un autre parti pris en fait dans votre business. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet angle-là? Est-ce que c'est parce que c'est vos personnalités qui sont comme ça? Vous avez voulu mettre une partie de vous dans votre business? Qu'est-ce qui était là? Ouais, clairement, ça fait partie de notre stratégie quand on a voulu se lancer, où on s'est dit, voilà, notre ligne éditoriale, on veut vraiment que ce soit du ludique. On veut arriver à vulgariser un petit peu les réseaux sociaux en se disant que tout le monde peut le faire. Et évidemment, on a un usage perso qui est différent de l'usage pro, et c'est ce qu'on apprend dans nos accompagnements, etc. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, déjà, nos personnalités, nous, on aime bien rire, on aime bien connaître. En plus, j'ai envie de dire que c'est le propre de la com de le faire. Et c'est vrai que donc on s'est dit voilà, on va mettre notre petite touche d'humour pour notre personnalité parce que on a envie aussi de fédérer une communauté autour de notre personnalité.
Et puis c'est comme ça que tout naturellement, on s'est dit, moi c'était un peu le truc que je pouvais pas trop faire dans mon ancienne entreprise. Et moi, je me régale en fait, voilà, de communiquer un peu. Je prends les exemples comme Netflix, Burger King, Oasis, Decathlon. Enfin, ils sont vachement aussi dans ce truc-là, dans l'humour. C'est quelque chose qui nous a semblé tout à fait naturel. Et on s'est dit aussi, c'est comme ça qu'on va pouvoir se différencier directement. Parce que c'est marrant d'avoir après échangé avec d'autres personnes de notre domaine qui font la même chose que nous sur Insta. Au début, ils nous disaient ouais, moi j'ose pas trop un petit peu déconner parce que j'ai peur qu'on me prenne pas au sérieux, enfin que mes clients ou mes futurs clients me prennent pas au sérieux. Et au final, on s'est rendu compte, et c'est ce qu'on leur a dit, ben, en fait, vous attirez ce que vous êtes. Donc tout simplement, nous on s'est dit on veut bosser aussi avec des clients qui nous ressemblent, quoi. On veut pouvoir effectivement avoir des résultats avec nos clients, mais aussi pouvoir rigoler, et c'est pour ça qu'on est venu nous chercher aussi, d'apporter un peu je me souviens d'une entreprise qui nous a dit, voilà, on a besoin d'un peu de fraîcheur sur notre ligne éditoriale, et du coup, bah, c'est ce qu'on a pu apporter. Donc, vraiment, ouais, ce choix-là, on n'a pas... Enfin, ça s'est fait tout naturellement. Ouais. Et pour quelqu'un qui se poserait cette question-là, se dire, OK, j'ai de l'humour et tout en privé, en perso, dans ma vie et tout, mais genre, j'ose pas dans mon business trop l'utiliser ou qui reste... Quel conseil vous pourrez donner à cette personne-là pour passer le cap un peu comme vous, en fait? Bah, s'il veut pas être catégorisé, en tout cas, s'il veut faire comme nous, un petit peu dans le sens où il veut être catégorisé comme expert mais drôle, il faut pas qu'il fasse que du contenu qui soit drôle. Parce que nous, derrière, il y a toujours cette notion de il faut qu'on véhicule quelque chose donc qui amène la sympathie, qui soit drôle à regarder, tout ça, qui soit propre à voir, mais surtout qu'il y a de la valeur, entre guillemets, même si c'est un petit peu, c'est des conseils, c'est de la valeur, entre guillemets, technique qu'on va proposer aussi. Et ben nous, c'est un mariage qui passe bien. Tu as parlé de ludisme tout à l'heure, mais ça apprend en s'amusant. Et donc, du coup, on pense que le message passe mieux quand on fait rire quelqu'un. Mais en même temps, si on faisait que faire des blagues, qu'on donnerait pas de conseils, qu'on parlerait pas de nos expertises et tout ça en story ou quoi que ce soit, ben en fait, on serait que des comiques un peu sur Instagram. Et, on serait ouais, des créateurs de contenu voilà. pour divertissement. En fait, c'est ça, on ferait du divertissement. Et là, on peut appeler ça de l'infotainment. Infotainment. Donc, en mode, voilà, on véhicule de l'information, mais en même temps, on fait quand même quelque chose de drôle et que tu as envie de regarder, quoi, de l'entertainment. Je vais pas y arriver. J'ai pas d'anglais, moi aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est comme, en fait, vous travaillez, si je résume, vous travaillez bien le fond, en fait, pour qu'il y ait un vrai message impactant derrière. Mais en fait, voilà, vous utilisez juste une forme différente. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais. C'est mettre notre petite touche au final, et c'est ce qu'on recommande aussi. C'est peu importe ta personnalité. Je veux dire, nous, on n'est pas non plus des extravertis, mais peu importe si tu es extraverti ou introverti. En fait, il y a les gens ils vont te suivre pour ta personnalité, et on recherche de plus en plus ce côté authentique aussi sur les réseaux sociaux. Donc, faut être soi-même, en fait, faut pas se forcer. Si on n'est pas quelqu'un qui est vachement dans l'humour, c'est pareil, il faut pas se forcer, c'est pas grave. Et on trouvera quand même des clients, on pourra développer une communauté. Mais en fait, il faut être soi, parce que sinon, ça va se voir, et du coup, faut rester authentique. Ça va être moins impactant. Mais il faut toujours penser à l'objectif derrière, qui est de donner de la valeur aux gens pour qu'ils te suivent après et que ça construise une communauté. Ouais. Si je vous demande aujourd'hui 2-3 clés pour réussir, pour avoir un reel, par exemple, si on prend juste cette thématique-là, qui impacte, qui va faire de l'audience, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui se dit, OK, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour avoir des reels qui impactent? Bah, déjà, pour prendre, on va dire, les bases, c'est de bien connaître ce fameux client idéal, parce qu'on va créer, de toute façon, tout le contenu qu'on crée, c'est pour lui. Donc, voir comment on peut, justement, quel est le contenu qui va lui parler. Donc, si on a fait tout ce travail-là quels sont voilà, ses désirs, ses peurs, sur quoi il bloque, etc., on va pouvoir déjà se dire, bon, OK, je vais définir mes piliers de contenu en fonction. Et sur la partie vraiment reel, qui est soit c'est de l'éducatif ou du divertissement, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut lui apporter en peu de temps, parce que mine de rien, là, ce qu'on voit, ce qui marche, c'est des vidéos de moins de 15 secondes quand même si la fonctionnalité permet de faire
un format plus long. Quelle On voit que quand même ce système de boucle aussi, de regarder constamment, où on n'a pas l'impression en fait que la reel est terminée, ça fonctionne bien aussi. Le fait que ce soit assez répétitif et de trouver cette, je sais plus comment dire en anglais, la loupe, je sais plus, c'est ça, loupe, et de capter l'attention dès les 3 premières secondes. Donc voilà, d'essayer de trouver une manière innovante de capter l'attention et pas juste de mettre sa main devant l'écran et puis hop, c'est bon, ça marche. De vraiment interpeller dès les 3 premières secondes et après d'apporter en fait une idée qu'on va retenir en fait, qui va impacter. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit fluide et un truc où on se dit les gens le regardent, ils ont allez, 15 secondes, il faut qu'on leur apporte vraiment une idée précise. Et puis voilà quoi. Moi je dirais que c'est ça. Et après il y a la partie évidemment technique de montage quand même. Évidemment les transitions fonctionnent bien. Ce qui fonctionne bien c'est entre comment dire le tempo d'une musique, c'est-à-dire qu'on va avoir, c'est comme une histoire en fait, on va avoir le début et après ça va partir dans les. Alors j'ai pas les termes musicaux, mais genre c'est vraiment quand il y a le beat en fait qui démarre et là on a une transition où vraiment on a la chute. Et ça c'est ce qui va faire que ça va bien marcher parce que du coup on est en attente, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ça c'est des reels qui fonctionnent bien en général, donc ouais, pour se lancer je dirais de faire ça et puis de vachement jouer aussi mine de rien. Alors après on en pense qu'on veut mais sur des sons qui sont tendance parce que ne serait-ce que par l'algorithme, par le fait que ce soit on va dire des genres de. Alors sur TikTok on appelle ça des challenges mais là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va reproduire une tendance qui se fait sur un moment T. Ça marche bien aussi et ça te permet de se faire découvrir aussi auprès du plus grand nombre quoi. Ouais. Je te demandais juste 2-3 conseils, toi tu m'as tout balancé. Pardon. Quoi. Donc... J'ai fait une mini-formation, excusez-moi. C'est cool, bravo. Enfin, après, tu as balancé aussi les clés, les choses logiques que l'on voit, mais c'est vrai que tu as mis des mots dessus et c'est vrai que tu as raison. En fait, j'avais pas vu ça comme ça, mais ceux qui sont graduels, un peu comme un tout petit mini-film là, tu vois, c'est ceux qui marchent le plus. Après, bon, on voit évidemment avec les musiques, c'est ceux qui prennent aussi le plus les musiques qui sont en vogue. Mais, et pour quelqu'un qui te dit, qui arrive là, qui vous dit à tous les deux, alors moi, j'ai envie de développer mon business, mais j'ai pas du tout envie d'utiliser trop les réseaux sociaux, de me mettre trop en avant, j'ai pas envie de faire des reels, je suis pas créatif, j'ai pas envie de trop montrer ma tête, pardon. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez des clients qui arrivent comme ça, qui peuvent vous dire ça? Ça n'arrive pas puisque vous n'attirez que des gens comme vous. C'est ça que vous allez me répondre. Non, ça arrive des personnes qui en tout cas sont un peu sceptiques par rapport à l'efficacité de justement communiquer, vendre sur les réseaux sociaux. Parce que il y a une prise de conscience un peu de la part de tout le monde, je pense, depuis déjà le Covid, où on s'est dit, en fait, les réseaux sociaux, c'est quand même bien pratique pour garder contact avec ses clients. Même, par exemple, des petits commerces qui pouvaient vous dire avant, ah ben non, pour les réseaux sociaux, j'en ai pas besoin, j'ai déjà des clients qui viennent, je vois pas l'intérêt. Là, déjà, tant mieux, ça nous a permis, en tout cas, pour nous, notre métier, d'être plus valorisé et pris en compte. Après, oui, il y a des gens qui restent sceptiques. On a un exemple justement d'un client qui s'est dit, bon, pour faire de la com, moi je suis pas trop convaincu pour les réseaux, mais j'ai quand même envie de me former. Et en fait, elle a eu cette prise de conscience lors de ce coaching-là, pour après même continuer avec nous. Mais après, ce que je dirais, c'est que en général, si les clients sont pas, si les prospects en soi ne sont pas convaincus, ça va pas le faire en fait. Tant pis. Nous, on n'est pas là pour convaincre en disant si absolument ça va marcher. Si la personne n'est déjà pas convaincue de se dire bon ok j'ai envie de tester, je suis pas sûr que ça marche mais j'ai envie de tester. Là en général ça débouche pas sur grand chose parce que si on doit en plus convaincre des gens que ce qu'on leur propose ça peut leur servir, donc je dirais plus de dire déjà de tester, de se dire prends conscience en fait, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde a son téléphone toute la journée, même si t'es que uniquement sur Facebook ou peu importe, et tu consommes en fait du contenu.
Et tu le vois maintenant, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen, que ce soit pour tester une idée. Tu n'as même pas besoin de site, parce que nous, on va avoir bientôt notre site, et ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé. On a développé notre activité, on a créé notre entreprise uniquement, où on a communiqué uniquement sur Insta. Donc, c'est aussi un moyen de dire, regardez, nous, on l'a fait. Donc vous aussi, c'est possible de le faire, et vous n'avez pas besoin de absolument créer un site, que tout soit parfait. Donc moi, je dirais que déjà, après, il y a un travail si déjà tu as conscience que tu peux développer ton activité grâce aux réseaux sociaux, tu peux trouver des clients. Pareil, on a eu un client où lui il s'est dit ouais mais moi je veux me lancer, qui avait un projet de création d'entreprise. Je veux d'abord vendre mon premier produit, et après je me lancerai sur les réseaux pour communiquer. Des fois ça arrive, et on lui dit non, vas-y, teste-le, ça te coûte rien. De toute façon tu vas commencer à créer ta communauté, et le jour où vraiment ton produit sera fini, tu auras déjà une petite communauté, et ça sera encore plus impactant. Et au final il a trouvé ses 3 premiers clients grâce à Instagram, quoi. Ouais. Donc il a créé sa boîte. Ouais. Et maintenant, il fait que ça. Donc, c'est cool. Ouais, en fait, pour rebondir sur ça, moi, j'ai un avis beaucoup plus tranché, puisque, tu vois, moi, j'utilise vraiment la communication et la prise de parole. Je dis, si en 2022, vous le faites pas, vous utilisez même pas au moins le format story, je veux dire, vous passez à côté de quelque chose. Peut-être que, parce que moi, j'ai plein de contre-exemples, tu vois, de comptes où on voit jamais la tête, où la personne ne prend jamais, et qui ont des milliers de followers et qui peuvent très bien marcher. J'en ai plein, hein, tu vois, notamment des influenceuses aussi, qui prennent jamais la parole. Et en fait, ok, top, super, mais sauf que déjà, premièrement, nous, on n'est pas influenceurs, on a des petits business en local, etc. Et donc, en fait, à un moment donné, si tu veux rapprocher ton audience de toi, faut plus ou moins y passer sans te raconter toute ta life et montrer tout ce que tu fais au quotidien et raconter ta vie privée. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ça. Qu'elle teste et qu'elle voit les répercussions. Et moi, à chaque fois que j'ai dit le même conseil, teste et vois. Alors, pas sur les mêmes formats que vous, mais moi, c'est juste, voilà, prendre au moins la parole. Et ben évidemment qu'après, on lâche plus l'affaire, quoi. On se dit, ça marche, en fait, c'est cool. Donc, merci pour ça. Et du coup, peut-être une question axée plus vers toi, Paul, par rapport à tout ce qui est pub et tout ça. Est-ce que, parce que je sais que Instagram et Facebook sont liés, du coup, comment on réussit une bonne pub? Je veux dire, ou alors, ma question, elle n'est pas très claire, mais genre, je peux te laisser libre sur ce sujet-là. Parce qu'il y a des pubs qui apparaissent sur les stories, il y a des pubs qui apparaissent dans le feed, sur Facebook. En fait, c'est un peu le foutoir, excuse-moi, des publicités. Est-ce que tu peux me différencier un peu tout ça? Ouais, bien sûr. Bon, il y a quelques conseils un petit peu de base sur Facebook Ads quand on commence. Déjà, il faut s'imaginer qu'il ne faut pas donner trop de restrictions à Facebook pour avoir des bons résultats, dans le sens où aujourd'hui, il est capable d'aller trouver les clients pour vous à partir du moment où il a suffisamment d'informations. Donc, on installe un pixel Facebook sur son site qui va récupérer ces fameuses données quand il y a des gens qui achètent, tout ça. Et qui va analyser tout ce qui va se passer sur le site pour aller après chercher donc, des gens qui peuvent ressembler à ces personnes. Donc du coup, si on lui dit, moi je vais être diffusé qu'en story, que sur Facebook, sur une audience très affinée, en fait, on ne va pas donner assez d'armes à Facebook pour avoir des résultats. Donc déjà, le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui n'est pas expert, c'est de, en gros, laisser en mode automatique. C'est-à-dire que quand on va demander, il va vous demander sur quel placement publicitaire, donc si c'est dans le fil d'actualité, dans la story ou quoi que ce soit, le laisser automatique. En gros, on dit à Facebook, tu vas me chercher les résultats là où ils sont, là où ils vont être, donc là où il y a potentiellement le plus de résultats. Si après, il comprend que c'est sur le fil d'actualité sur Instagram qu'il y a le plus de résultats, il va naturellement diffuser plus souvent sur ce placement-là. Donc déjà, lui laisser un peu toutes les armes. Pas, pour les audiences, pas aller chercher trop large. C'est-à-dire, moi, en général, je vais essayer de chercher des audiences qui font 1 million de personnes. Après, effectivement, hein, ça adapte en fonction des clients. Si c'est un point de vente local, on ne va pas forcément pouvoir toucher des fois 1 million de personnes si on est dans des petites communes. Donc, on va quand même essayer en général d'avoir des audiences qui ne sont pas trop restreintes pour avoir suffisamment de personnes à toucher. Parce que moins on a de personnes à toucher, et moins il y aura forcément de résultats derrière. Et plus ça va augmenter les coûts publicitaires. Parce que sur Facebook Ads, c'est un peu la particularité. On est facturé à l'impression, donc on est facturé à l'affichage de la publicité. Donc moins on va être diffusé, et plus ça va nous coûter cher. Parce qu'effectivement, on va toucher des personnes plus qualifiées en général.
Donc, à la fois au niveau donc, on va laisser en mode automatique la campagne, on va mettre les audiences, on va essayer de trouver des gens, donc mettre des centres d'intérêt en fonction de ce qu'on a, mais pas trop, pas faire quelque chose de trop ciblé. Par exemple, on va aller, si on va aller chercher quelqu'un qui est intéressé, on est un magasin de prêt-à-porter en ligne, on veut vendre des vêtements, bon, on va aller peut-être aller cibler les hommes et les femmes avec une tranche d'âge en fonction de ce qu'on propose et aller mettre des centres d'intérêt assez larges. Le but, avoir par exemple 1 million, 1,5 million de personnes. Et ensuite, au niveau des publicités, il va y avoir il y a plusieurs règles à respecter. Par exemple, moi, j'ai remarqué par expérience que quand on propose le produit directement à une personne qui ne connaît pas, donc à froid, quoi, quelqu'un qui ne connaît pas la marque, on lui propose directement le produit, ça ne va pas convertir. Parce que la personne, elle va arriver sur la page peut-être, mais elle ne connaît pas l'entreprise, elle ne sait pas qui sont ces gens et pourquoi elle devrait donner son argent. Donc, peut-être utiliser la publicité non pas pour aller chercher d'abord dans un premier temps des ventes, mais d'abord des prospects, donc des clients potentiels. Et donc peut-être d'abord commencer, surtout sur des petits budgets, à mettre son contenu en avant, ou alors à diffuser une vidéo de présentation, ou à diffuser quelque chose qui va venir faire le premier pas au niveau de l'entreprise vers les prospects. Donc ces gens-là, du coup, vont entendre parler de l'entreprise et ça va permettre, du coup, après, potentiellement de déboucher sur un nouveau client. Et donc là, pour ça, il y a d'autres actions. On va peut-être donc, du coup, essayer ce que la personne s'abonne au compte parce que, du coup, le community manager va pouvoir prendre le relais pour la vente grâce aux stories notamment. On va pouvoir essayer de développer tout ce qui est newsletter, puisqu'on sait que la newsletter va aller aussi chercher des ventes. Et bien entendu, après, on peut aller un peu plus loin avec la publicité, pratiquer le reciblage publicitaire et là, essayer de les convertir. Et quand on s'y prend de cette manière, on se rend compte qu'on a des bons résultats. Donc, ça, c'est aussi pour casser un peu le mythe que la publicité, c'est la recette miracle. Dès qu'on fait de la publicité, les clients, en général, s'attendent directement à avoir beaucoup de résultats. Moi, j'ai des clients qui voulaient vendre, enfin, des gens qui sont venus me voir et qui voulaient vendre une formation à 10 000 euros en mettant 500 euros de publicité. Et donc, du coup, je lui ai dit que ce n'était pas possible. En gros, qu'il faudrait qu'il investisse au moins 10 000 euros de publicité pour vendre quelque chose à 10 000. Le but étant, c'est qu'il aurait peut-être plus de ventes après et que ça peut lui faire gagner de l'argent. Mais bon, dans l'idée, il faut réfléchir à une logique publicitaire et ça doit faire en gros le point d'entrée et après essayer d'inciter la personne à l'achat par d'autres moyens aussi. Donc, la pub, ce n'est pas une recette miracle. Il faut qu'il y ait déjà la bonne offre aussi en face. Ouais, c'est vrai. On le voit, l'efficacité. C'est à partir du moment où il y a la bonne offre, la cible est bien travaillée, la pub fait que augmenter en fait tout ça. Si déjà le produit se vend de base sans faire publicité, on sait qu'en faisant de la pub, ça va marcher. Par contre, si ça ne se vend pas et qu'on se dit, bon, allez, moi, je veux faire de la pub parce qu'on a cette idée de retour sur investissement directement, bah, ça va être compliqué, quoi. On l'a vu, ouais, là, on a 2 clients qu'on accompagne. On sait qu'en gros, leur produit marche puisqu'ils ont leur clientèle, ils ont leur offre et tout, ça marche très bien, mais il manque de visibilité. Suffit un peu de booster tout leur contenu, faire des publicités un petit peu qui vont présenter les produits, faire venir sur le site. En gros, mettre une stratégie publicitaire en place et on voit, ça génère des ventes tous les jours. Parce qu'en fait, effectivement, ce qui leur manquait, c'était de la visibilité. Et là, en gros, effectivement, ils avaient déjà toutes les étapes qui étaient bien respectées. Ils avaient un site qui donnait envie d'être parcouru, l'offre qui était bonne, avec le bon prix, on touchait les bonnes personnes. Enfin, en tout cas, c'était bien la cible allait bien avec l'offre. Et donc, forcément, il y a des gens qui achètent, puisque là, du coup, tout est bien réfléchi. Mais il y a des cas où peut-être le produit il est trop cher, peut-être que ce n'est pas la bonne personne qu'on vise, peut-être que la perception des avantages est mal perçue. Donc, du coup, il y a plein de choses qui font peut-être que des fois, la publicité ne va pas pouvoir apporter son potentiel. Ok, waouh, ok. Bah là aussi, beaucoup de partage et beaucoup de valeur. Eh Merci oui, beaucoup. c'est ça, sur ce compteur. Et juste la différence entre, tu sais, des fois, j'ai entendu qu'il fallait pas peut-être cliquer sur booster la publication, que ça soit sur Insta ou sur Facebook. Toi, tu conseilles plus de passer par le Business Manager pour créer la pub que sur cliquer sur ce bouton-là qui est assez facile d'utilisation en fait. Alors, oui et non. En gros, parce qu'en fait, généralement, les gens vont marquer booster la publication et ils vont vouloir aller chercher des ventes, des prospects, quoi que ce soit. Et ils vont être déçus des résultats puisqu'effectivement, ils vont mettre des petits budgets en général et puis ça va être très simplifié le procédé. Ils vont prendre une publication, ils vont pouvoir faire une audience très poussée. Donc forcément, ils vont avoir des grosses attentes vis-à-vis de ça et ça ne va pas marcher. Le bouton booster la publication, en fait, par définition, ça va mettre en avant une publication sur une audience en particulier qu'on va choisir, mais ça va aller principalement chercher d'interaction, donc des gens qui vont liker, commenter, quoi que ce soit,
ou du trafic sur le site, donc des gens qui vont cliquer. Mais ça ne va pas aller plus loin. Et donc, du coup, en général, on va avoir beaucoup de clics, mais pas d'achats, puisqu'effectivement, la consigne qu'on a donnée à Facebook, c'est littéralement génère-moi du trafic sur mon site. On ne lui a pas dit génère-moi des achats. Et donc, forcément, lui, il va se dire moi, il me veut que du clic, mais je lui donne du clic, allez, vas-y. Mais pareil pour l'engagement. Donc, moi, je recommande d'aller utiliser le gestionnaire de publicité, du coup, donc sur le Business Manager, parce que ça permet donc quelque chose de beaucoup plus complexe à avancer en termes de personnalisation. On peut faire nos propres publicités et pas utiliser des publications existantes. Et on peut même faire des audiences qui sont beaucoup plus travaillées, quoi que ce soit. Donc, effectivement, quand on va aller chercher des ventes, on va recommander plutôt d'aller d'aller faire la publicité sur le gestionnaire. Si par contre la personne sait en connaissance de cause à quoi elle s'attend, elle veut juste mettre en avant ses publications pour avoir 50 nouveaux likes dessus auprès d'une audience sélectionnée avec un petit budget, ben là, il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire que si elle s'attend à avoir de l'engagement, elle aura de l'engagement et elle ne sera pas déçue. Mais il ne faudra pas que ça aille plus loin. C'est ça que je veux dire. C'est que ça offre quelques possibilités, mais ça ne va pas être représentatif de tout ce que peut représenter la publicité. Wow, ok. Bah écoute, c'est assez complet toutes ces informations données. Et j'avoue, là, on a partagé beaucoup de valeurs. Ça fait un petit moment qu'on échange aussi. Euh, Merci les garçons parce que je trouve que en fait chacun a sa thématique aussi. Genre Rémi pour les reels, le king des reels là pour comment faire des bons réels et tout ça. Paul sur la Facebook Ads. Enfin franchement c'est cool. C'était cool de vous avoir. Moi j'aime bien terminer mon podcast avec des questions qui sont plus d'ordre mindset, motivation, du genre, est-ce que vous avez une personnalité inspirante comme ça, un mentor qui vous, je sais pas, qui vous inspire au quotidien ou qui vous a poussé à vous lancer aussi? Euh, Moi, j'en ai un petit peu. Ça va surprendre personne parce que c'est pas très, comment on appelle ça? Original, ouais. Mais tous les travaux de Steve Jobs me plaisent beaucoup. Il y a Napoléon, que j'ai beaucoup étudié le personnage là en 2021 pour le bicentenaire de sa mort. Ouais, Napoléon, tous les grands personnages en général m'inspirent, ceux qui ont réalisé beaucoup de choses, comme beaucoup, je pense, hein, je ne dois pas être le seul. Mais voilà, en général, après, j'ai pas de personnage vraiment en mode qui me fascine au point que tous les jours, je me lève en pensant à lui et je suis son procédé ou son dicton. Donc, Napoléon, Napoléon, ça va être difficile. Napoléon, ouais, c'est compliqué. Ouais. Steve Jobs aussi, mais bon. Oui, mais Et oui, toi, donc voilà. et toi, Rémi? Bah, moi, là, c'était, comme je l'ai dit, il y a eu Ah Stan oui, Leloup, Marketing Mania, quand ouais. même, c'est lui qui m'a fait quand même ce déclic. Et mine de rien, quand même, je suis toujours ce qu'il fait et Ouais. j'aime beaucoup aussi regarder ses vidéos parce que ça m'inspire à chaque fois sur me dire, ah ouais, j'avais pas vu cette chose de cette façon-là ou de me dire comment je pourrais l'adapter à mon business. Donc, j'aime pas mal. Après, sinon, les gens qui m'ont inspiré, au final, c'est des personnes, c'est pas des personnalités, c'est plus les personnes que j'ai eues en tant que tuteur de stage ou responsable. C'est toujours des personnes qui m'ont aidé à prendre quand même confiance et me dire, bah, en fait, ouais, ce que tu fais, c'est cool. Parce que moi, j'avais toujours ce truc où j'avais l'impression de pas bien faire ou j'étais jamais satisfait de ce que je faisais. Et justement, les gens me disaient, bah, en fait, non, non, Ouais. c'est vraiment top. Donc, ouais, on va dire les deux, trois personnes qui ont été mes mentors dans mes métiers ou mes stages, etc., ils m'ont vraiment permis aussi d'évoluer et certains ont été inspirants, quoi. Hmm. Cool, ok, bah merci pour ça. Et juste une dernière punchline ou une dernière citation que vous aimez bien vous répéter, un truc qui vous motive au quotidien ou que vous partagez à vos clients, je sais pas. Moi, je suis monsieur citation, j'en ai tellement. Là, en ce moment, c'est quoi que je dis? Je suis sur le vis ta vie, t'en as qu'une, c'est pas les autres qui vont la vivre pour toi. Je dis ça mais en ce moment. Il y a toujours non, mais j'ai toujours des petites phrases comme ça. C'est plutôt en Cool. mode feeling en général. Mais, non, là, j'en ai pas particulièrement Je en tête qui réfléchis en même viennent. temps. Bah, elle est déjà bien celle-là. Ouais, voilà, il faut vivre sa vie, c'est pas quelqu'un d'autre qui va la faire. Après, j'aime bien on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle aussi, c'est pour le côté un peu positif et de se dire que, ouais. Bah après, là, j'avoue que j'ai pas d'autres citations qui me viennent Non, à mais c'est bien. l'esprit. Si, moi, mon grand-père, il disait à l'époque,
tous les matins, il y a une bonne poire qui tombe de l'arbre, un truc comme ça, en mode il y a toujours un client qui peut arriver, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Et du coup, des fois, je me le répète que des fois, quand il y a des jours où on signe rien ou quoi, et qu'on se dit, bon, comment ça va être l'après, quoi. Je me dis tout le temps, en fait, on ne sait jamais, demain, il peut très bien se passer quelque chose. On reçoit un appel, ça va être un rendez-vous, ça va donner sur un client, quoi que ce soit. Donc, des fois, en gros, je me laisse juste aller. Et je me dis, sans se prendre trop la tête, que demain sera un autre jour. Après, si, j'aime bien celle d'Orelsan. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'aime bien ce truc-là, un peu dans le business, dans le sens où c'est vraiment une quête un peu spirituelle au final, où je trouve que c'est assez cool. Donc, j'aime bien cette citation un peu inspirante, voilà. Aussi. On s'arrêtait là. Merci beaucoup, cool. Trop bien, merci à vous. Donc, on peut vous retrouver sur Instagram principalement. Quoi d'autre? Sur TikTok aussi, puisque justement, on publie aussi nos reels sur TikTok. Et on a eu des clients via TikTok. Et après, sur LinkedIn avec nos profils perso. Bientôt sur YouTube, parce qu'on ne sait pas quand c'est, cher auditeur, à quelle date tu nous écoutes, mais peut-être que d'ici là, on aura une chaîne YouTube, donc tu peux nous retrouver aussi sur YouTube, va t'abonner. Sur notre site internet, parce qu'il n'est pas sorti, mais il sera sorti d'ici là, donc tu peux nous retrouver sur Apple Podcast, parce qu'on fera aussi du podcast dans quelques années, donc peut-être que potentiellement, on aurait c'est ça. Tu peux nous retrouver partout, tape Social Courteur. Ok, cool. Écoutez, merci beaucoup, et puis à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation, et puis à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.